Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Déa Berger et aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle. Donc vaste sujet. Alors avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Moi j'ai grandi à Paris, alors il ne faut pas que je crie dans ce micro. J'ai fait une prépa, puis une école de commerce et le marketing, le business development, c'était pas trop mon truc, mais je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était que mon truc. Et j'ai terminé en échange universitaire au Mexique. Et je suis tellement tombée amoureuse de ce pays que j'ai commencé à travailler comme serveuse là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis à un moment, à force d'être payée 80 pesos la journée, je me suis dit bon, je vais rentrer à Paris et qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais travailler. Et je sais que j'avais toujours aimé les maths. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas l'informatique. Alors attention, ça ne veut pas dire que il faut être bon en maths pour faire de l'informatique. Simplement, moi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et ce qui m'a mis un peu sur la voie. Et j'avais entendu parler de 42, surtout par sa pédagogie alternative, et c'est ça qui m'a séduite. Donc j'ai essayé complètement par hasard, et ça a été le gros coup de foudre, le gros coup de cœur. Donc maintenant, ça va faire 3 ans que je suis à 42. Et depuis le mois de septembre, je fais partie de l'association d'intelligence artificielle qui s'appelle 42 AI, avec deux, trois copains, voilà, mon fan club juste devant. Et donc, il y a quelques semaines, Charlie m'a proposé de parler aujourd'hui, lors de la Tech pour Toutes, d'intelligence artificielle. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire pourquoi moi? Je suis loin d'être une experte, je suis absolument pas légitime pour en parler là aujourd'hui devant une audience. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le bon vieux complexe de l'imposteur qui vient frapper à ma porte? Et justement, cet événement de la Tech pour Toutes, il est là pour ça, pour nous montrer que les filières d'excellence, que sont la tech, que sont l'intelligence artificielle, elles sont accessibles à tout le monde, et que finalement, c'est pas si sorcier, et que ça peut être très fun. Donc là, on essaye de déconstruire toutes les barrières qu'on s'est mis dans nos têtes et de montrer qu'on en est capable. Et donc, voilà, on va parler un petit peu de la définition de ce que c'est que l'IA dans les grandes lignes. Et je vais essayer de vous faire comprendre un peu comment ça marche à travers les 2 grandes branches principales de l'intelligence artificielle que sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. De quoi on ne va pas parler aujourd'hui? De tous les modèles d'IA un par un dans leurs détails, ça je pense que ce ne serait pas pertinent tout de suite. De l'éthique ou de la sécurité dans l'IA, qui sont des questions qu'on nous pose souvent, mais qui sont encore tout un autre sujet et dont on pourrait parler pendant des heures. Donc voilà, ce sera pour une autre conférence. De la guerre en Ukraine, de la fin du monde, tout ça, bon, j'en parlerai pas. En tout cas, ce dont je vais parler, c'est de l'IA dans les grandes lignes. Ça va être une petite introduction. Alors, c'est pas que un complexe de l'imposteur. Je suis pas une experte en IA. Donc tout ce que je vais vous dire, faut pas le prendre comme une science exacte. Simplement, c'est ma lecture à moi du domaine, mon expérience de ce que c'est, ma compréhension. Et faut pas hésiter à m'interrompre si à un moment je vous perds dans du jargon ou que vous n'avez pas compris quelque chose et que vous voulez que je revienne un petit peu en arrière. Et aussi, quelque chose dont je voulais parler, c'est que souvent quand je vais parler de machines ou de programmes, j'ai tendance à personnifier un peu ce dont je parle. Je vais dire le programme, il décide que, ou la machine, en fait, a fait ci et ça. Je vais en parler avec il ou elle, simplement parce que c'est plus simple, mais faut bien se rappeler que tout ça, en fin de compte, c'est pas du tout quelque chose de mystique, une entité à part entière, ça reste à la fin de l'histoire juste des calculs mathématiques et des plus et des moins. Voilà. Mais je vais dire il et elle parce que c'est plus fun. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On le définit comme l'ensemble des techniques mises en œuvre pour permettre à une machine de simuler l'intelligence humaine. Donc toute forme de programme qui va essayer de voir, de parler, de comprendre, de bouger de manière intelligente, ça va être de l'IA. En IA, on va différencier 2 types. On va avoir d'un côté l'IA générale, l'IA forte, et de l'autre l'IA dite faible ou étroite.
qu'est-ce que c'est que l'IA générale? C'est la représentation des capacités cognitives humaines généralisées dans un logiciel. Ça veut dire que c'est toute machine qui va qui va pouvoir faire les mêmes tâches qu'un humain, voire même en mieux, qui va être capable de s'adapter à plusieurs tâches différentes auxquelles elle n'est pas forcément préparée, face auxquelles elle n'est pas forcément familière. Et donc, cette IA générale, capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire, bon, je vous rassure, elle n'existe qu'en science-fiction. Donc, tous les films dystopiques qui imaginent un monde où les robots viendraient nous écraser et nous remplacer, bon, bah, on n'y est pas encore. On va s'entretuer bien avant. On aura détruit la planète bien avant, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA que nous, on voit au quotidien, face à laquelle ça va être de l'IA dite faible ou étroite. C'est assez péjoratif pour ce que c'est. C'est pas si faible que ça, mais simplement, c'est en comparaison avec cette IA générale capable d'accomplir plusieurs tâches différentes. L'IA qu'on connaît, c'est une IA monotâche qui va pouvoir répondre à une problématique, pouvoir effectuer une seule tâche en particulier à laquelle elle a été préparée. Donc là, je vous ai mis une petite illustration du jeu de Go. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très vieux jeu de plateau chinois qui est considéré comme le jeu le plus complexe inventé par l'humain. Et autant, il y a quelques années, il y avait une intelligence artificielle qui avait réussi à battre le champion du monde aux échecs, autant en Go, on s'est dit, oulala, ça c'est pas avant des dizaines d'années. Bah, Google l'a fait avec AlphaGo. Mais donc, ça a été la grosse déprime pour les joueurs de Go qui se sont dit, mince, on a des IA qui vont nous remplacer. Mais cette IA qui est super forte au jeu de Go, on la met devant un puissance 4 ou un tic-tac-toe, bon, elle n'est même pas capable de jouer. Donc c'est en ce sens que l'IA qu'on connaît, elle est monotâche. Maintenant, comment ça marche? Grosse question. En programmation, de manière générale, on va apprendre... quand on programme, on va établir un ensemble de tâches assez explicites et on va dire à l'ordinateur, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire dans tel autre cas. C'est pour ça qu'on parle de if et de else. Par exemple, si je fais un programme qui compte les points, par exemple dans un jeu de tarot, on reste dans l'univers du jeu, je vais regarder ce que le joueur a dans sa main et je vais dire, si le joueur a une dame, augmente le score de 2, si le joueur a un roi, multiplie-le par 3, et s'il n'a rien de tout ça, le score est égal à 0. Donc en soi, ça, c'est if et c'est else, c'est aussi de l'intelligence artificielle parce que ça permet de compter des points, donc de simuler une forme d'intelligence humaine. Seuls les humains sont capables de compter. Mais alors prenons le cas de la voiture autonome. Si on voulait faire un programme qui conduit une voiture toute seule, au lieu de la faire conduire par un humain, on pourrait faire pareil. On pourrait dire, voilà, if il y a un feu rouge, alors arrête-toi. Sinon, continue de conduire. Sauf que ça risque d'être un peu compliqué de lister toutes les règles possibles et inimaginables concernant la conduite. Parce que même nous, en tant qu'humains, on n'est pas du tout conscient de tout ce qu'on fait quand on conduit. Il faudrait faire une règle, if il y a un oiseau qui passe devant ton pare-brise, alors ralentis, mais pas trop, parce que sinon tu vas tuer tout le monde derrière, etc. Donc, c'est pour ça qu'en intelligence artificielle, finalement, on ne parle pas que de simuler l'intelligence humaine, on parle souvent d'un sous-domaine qui s'appelle le machine learning. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un programme qui explicitement dicte comment conduire, on va faire un programme qui apprend à conduire. Donc, dans le cadre de la voiture, plutôt que de lui dire toutes les règles qu'il faut suivre, on va lui dire, tiens, voici le code de la route, tiens, voici des exemples de gens qui savent conduire, essaye de t'en inspirer, et puis, tiens, essaye de conduire, et puis à force de te prendre des poteaux et de cabosser ta carrosserie, tu vas peut-être les éviter, ces poteaux-là. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, j'ai décidé de
de l'aborder à travers les les branches principales du machine learning, que sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc on a dit que le machine learning, c'était une technique qui permettait aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes. Alors soit cet apprentissage, il va se faire de manière supervisée, ça veut dire que pour effectuer une tâche ou pour répondre à une question, quelque part, le programme, il aura accès à la bonne réponse ou à ce qu'aurait fait l'humain à sa place. Ça va lui permettre de s'évaluer et donc de s'améliorer. Et donc l'apprentissage non supervisé, vous vous en doutez, c'est quand on n'a pas la bonne réponse, quand la machine va apprendre finalement par l'expérience, avec le temps, en faisant des associations de motifs. Par exemple, c'est quand un enfant apprend que le feu, ça brûle, pas parce qu'on lui a dit « attention, ça brûle » ou pas parce qu'il a vu des gens se brûler, mais simplement parce qu'il a mis sa main dans le feu et que c'était pas très agréable. Donc il va peut-être éviter de le refaire. C'est ça l'apprentissage non supervisé. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'apprentissage supervisé, c'est donc une méthode de machine learning qui s'appuie sur des données labellisées pour entraîner des modèles d'IA prédictifs. Ça fait beaucoup de jargon, donc on va y aller mot par mot. Déjà, les données, qu'est-ce que ça veut dire? On entend partout données, dataset, base de données, etc. Finalement, ça va être ce qu'on apporte au programme pour s'entraîner. Ça va être ses sources. On appelle ça aussi son entrée. Par exemple, on veut entraîner un programme à détecter ce qu'il y a dans une image. Ces données, ça va être des images. Si on entraîne un programme à détecter ou à comprendre du texte, les données, ça va être du texte. Et ainsi de suite. Un programme qui trie des PDF dans différentes catégories, bon, bah, les données, ça va être des PDF. Labelliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces données-là, elles vont être étiquetées, annotées. Ça veut dire que quelque part, il y aura une sorte de tableau Excel qui dit que l'image numéro 1 correspond à tel label, l'image numéro 2 correspond à tel autre label. Dans le cas du tri de PDF, par exemple, je veux trier des PDF dans la catégorie banque, dans la catégorie assurance ou dans la catégorie machin truc. Eh bien, je vais avoir quelque part l'information que le PDF numéro 1 sur lequel je m'entraîne pour deviner appartient à la catégorie banque, le deuxième aussi, le troisième à la catégorie assurance. C'est ça qu'on appelle labelliser. C'est qu'on connaît la réponse que l'humain aurait donnée lorsqu'on veut entraîner notre machine. Et on parle de modèle d'IA prédictif. Donc, quand on parle de prédiction en IA, on ne parle pas de Madame Irma qui vous lit le futur. Ce serait pas mal. On y arrivera peut-être un jour. Mais c'est simplement qu'en IA, il n'y a jamais de réponse à 100% sûre. C'est toujours des approximations, c'est toujours un peu des devinettes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, sur l'iPhone, on peut déverrouiller son téléphone simplement en montrant son visage, c'est le Face ID. Et le téléphone, il fait la prédiction que la personne sur l'image, c'est bien Déa Berger, et il le déverrouille. Mais si j'avais une sœur jumelle et que je lui montrais mon téléphone avec le Face ID, bon, bah, a priori, elle va pouvoir le déverrouiller tout aussi bien. Alors, pourquoi j'ai mis une image de vigne pour parler d'apprentissage supervisé? C'est parce que, comme je vous ai dit, moi je suis parisienne, donc je suis une quiche totale quand il s'agit de savoir déterminer quelle plante, enfin comment s'appelle une plante, comment s'appelle un arbre et tout, j'y connais rien. Et il y a quelques temps, je me baladais dans le sud avec mon copain qui a grandi là-bas et avec toute sa famille. Et puis on se balade et moi je dis à haute voix pour créer du lien social, je dis « Ah tiens, est-ce que ça c'est une vigne ?» Et tout le monde s'est esclaffé de rire et tout le monde s'est foutu de moi. Et j'ai compris que, oui, en effet, cette espèce de petit tronc d'arbre à moitié difforme avec trois pauvres feuilles vertes qui se battent en duel, c'était bien une vigne. Et c'était tellement une évidence que j'aurais jamais dû poser la question. Donc si seulement, dans mon téléphone, j'avais une petite application qui me permet de prendre discrètement en photo cette plante étrange et poser la question « Est-ce que c'est une vigne ?» plutôt que de le dire à voix haute,
on se serait pas foutu de ma gueule pour le restant de mes jours. Et donc, si on voulait faire cette application, et d'ailleurs, des applications comme ça, il y en a déjà, elles existent déjà, elles sont même beaucoup plus poussées. On prend n'importe quelle plante en photo et elle détermine comment s'appelle la plante. Mais imaginons qu'on veuille faire une application qui décide, qui répond à la question, est-ce que cette image-là, elle contient une vigne, oui ou non? On pourrait l'entraîner avec de l'apprentissage supervisé. Donc ça veut dire qu'on va lui donner en entrée la fameuse base de données. La base de données, ça va être des images qui contiennent des vignes et d'autres qui ne contiennent pas de vignes. Et au début, notre machine, elle va prendre la première image de ce dataset d'entraînement et on va lui dire, vas-y, devine, ça contient une vigne, oui ou non? Alors, une chance sur deux pour qu'elle se trompe. Imaginons qu'elle dise oui. On lui dit, ah bah super, t'as 100% de réussite. Et notre programme, son but, c'est de maximiser sa réussite, d'avoir le plus de points possible, comme nous, quand on joue à un jeu, on a envie de gagner. Donc, ensuite, on va lui donner la deuxième photo, et on va lui dire, est-ce que c'est une vigne? Alors, tout à l'heure, elle avait répondu complètement au hasard. Mais elle s'est rendue compte que la photo contenait bien une vigne. Alors elle se dit, bah, peut-être que les pixels verts, là, toutes ces couleurs vertes que j'ai vues dans la première photo, c'est peut-être ça qui définit ce que c'est qu'une vigne. Donc là, dans la deuxième photo, elle va avoir du vert et elle va se dire, ok, moi je dis que c'est une vigne. Et donc, heureusement, je ne suis pas encore devenue une vigne et je suis labellisée comme ne contenant pas de vigne. Donc ça fait chuter le taux de réussite de mon programme. Et il va continuer à regarder photo par photo et à essayer de deviner quel est le label de sa photo. Donc, on lui donne cette photo-là, il va essayer de deviner si ça contient une vigne et ensuite il pourra vérifier s'il a réussi ou non en regardant quel était le vrai label de la photo. Donc au début, notre programme il marche pas très bien, mais à force de l'entraîner avec le temps, donc dans l'IA, il y a toujours cette notion d'entraînement et de temps, parce que ça marchera jamais du premier coup. Et donc, peut-être après quelques heures, notre intelligence artificielle va être capable de déterminer de mieux en mieux si ces photos du dataset d'entraînement contiennent des vignes ou non. Et quand notre IA aura par exemple 95% de réussite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ok, maintenant, essaye sur une nouvelle photo que tu ne connais pas. Et j'espère qu'on t'aura suffisamment bien entraîné pour que tu devines si cette nouvelle photo, qui ne faisait pas partie du dataset d'entraînement, est-ce qu'elle contient une vigne, oui ou non? Et on espère qu'elle nous donne le bon label. Donc c'est là que choisir un bon dataset, c'est crucial, parce que imaginons que je l'ai entraîné en lui donnant que des photos de vignes vertes. Le jour où elle voit une vigne qui est un peu jaune, il y a peu de chances pour qu'elle devine que le jaune, ça peut aussi être la couleur d'une vigne. Donc il faut vraiment... ça, c'est tout un autre sujet, mais voilà, le choix du dataset d'entraînement est crucial pour la réussite et pour la performance de notre IA. Et le petit point qu'on oublie dans l'apprentissage supervisé, c'est que pour avoir des labels comme tout à l'heure, là, pour qu'on sache si telle et telle photo contient une vigne, oui ou non, et que notre programme puisse s'améliorer, il faut qu'il y ait un humain derrière qui est labellisé photo par photo et chaque image et qui ait dit oui, ça contient bien une vigne, non, ça ne contient pas une vigne. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà labellisé des données sans vous en rendre compte, parce que quand on va sur un site web, on vous demande est-ce que vous êtes un robot, oui ou non? Et vous devez cliquer sur les photos qui contiennent ou non des bicyclettes ou des feux rouges. En fait, vous faites de la labellisation de données pour toutes les IA qui s'entraînent à conduire des voitures autonomes. Donc voilà, parce qu'en fait, c'est très fastidieux de faire tout ça et il faut des milliers et des milliers de données pour avoir une IA vraiment robuste. Alors, c'est pour ça qu'intervient l'autre partie du machine learning qui s'appelle l'apprentissage non supervisé. Donc vous vous en doutez, cette fois-ci, on va entraîner une machine à partir d'exemples non annotés. Ça veut dire que la machine, elle n'aura pas accès à la bonne réponse, elle ne saura pas si elle s'est trompée ou pas. Donc concrètement, comment ça marche? Pour vous expliquer, j'ai décidé de parler d'un projet que j'ai fait avec des amis.
et qui a utilisé du reinforcement learning. Donc pour les plus tatillons d'entre nous, on vous dira peut-être que le reinforcement learning, c'est pas une sous-partie du non supervisé, mais une troisième branche de l'IA, mais je pense qu'en fait, on s'en fout. Parce que l'idée, elle est la même. Le reinforcement learning, c'est l'idée d'entraîner une IA à accomplir une tâche sans avoir accès à l'exemple concret et précis de ce qu'aurait fait l'humain à sa place. Et donc ce projet, il s'appelait la patate. Pourquoi ? Très bonne question, je vois Mathieu. Je ne sais pas si... voilà. C'était un projet qu'on a copié au CA d'avant, au CA de 42 AI, qu'il avait appelé la patate pour des raisons obscures. Je ne connais toujours pas la réponse. Et il s'agissait d'entraîner une petite voiture télécommandée à se conduire toute seule. Donc au lieu de conduire cette voiture avec une manette, l'idée c'était de créer un programme d'intelligence artificielle qui décide des actions à prendre, aller à droite, aller à gauche, toute seule grâce à de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. On va en venir justement. Donc le CA précédent de 42 AI, qui avait fait ce fameux projet de la patate, ils avaient voulu entraîner leur intelligence artificielle avec de l'apprentissage supervisé. Donc, ils avaient une petite voiture télécommandée avec plein de capteurs, et notamment une caméra. Et ils ont entraîné avec leur manette. Ils ont enregistré plein de courses de voitures. Ils ont enregistré toutes les images de ces courses de voitures. Et ensuite, ils ont dit à leur IA, OK, vas-y, essaye de copier au mieux ce qu'on a fait et de t'en inspirer au mieux, de nous imiter. Et nous, on se dit, bah, on va faire encore mieux. On va pas s'embêter à enregistrer des centaines et des centaines de courses de voitures parce que c'est relou. Donc nous, on va le faire voilà, sans les manettes. On va pas s'embêter. Et on va le faire avec du non supervisé. Sauf que comment ça marche ? Parce que s'il n'y a pas d'exemple, comment la voiture elle peut deviner toute seule comment il faut conduire ? Bah, au début, on va dire à notre IA, bon bah vas-y, prends des actions au hasard et essaye de conduire. Débrouille-toi. Donc en prenant des actions au hasard, aller à gauche, à droite, devant, derrière, bon, elle va vite sortir de la route. Et notre IA, elle a juste accès à l'image de la course. Mais nous, on a accès à plein d'autres informations. Parce que je vous ai dit, sur la voiture, il y a plein de capteurs. Bon, là, on est carrément dans un simulateur, donc tout est digitalisé. Et nous, on a l'information si la voiture sort de la route, si elle est au centre de la route, à quelle vitesse elle va, etc., etc. Et donc, on va lui dire, tiens, en fait, dès que tu sors de la route, tu vas perdre 1000 points. OK. Et le but de la voiture, c'est de gagner plein de points. Alors elle n'est pas contente, sauf qu'elle ne sait pas ce que c'est que sortir de la route. Mais elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle s'approchait des pixels blancs de l'image, elle perdait des points. Donc peut-être que si ça marche bien, avec le temps, elle va peut-être éviter ces fameux pixels blancs qui correspondent à la ligne de sortie de la route. Et on se dit, bon, c'est bien, elle commence à se débrouiller pas trop mal, mais elle va pas très loin. Donc on va lui dire, OK, en fait, si tu traverses la ligne d'arrivée, tu vas gagner plein de points. Sauf que, en faisant des actions complètement aléatoires, elle se rend vite compte que, tiens, si je recule, je traverse la ligne d'arrivée et je gagne plein de points. Donc c'est super. Ah non, non, c'est pas du tout ce qu'on voulait que tu fasses. Donc on va devoir mettre en place plein de petites règles comme ça. On va dire, voilà, si tu sors de la route, tu perds des points. Si tu restes au centre de la route, t'en gagnes un peu, mais pas trop, sinon tu vas faire du surplace. Si tu traverses la ligne d'arrivée, c'est super. Si tu vas vite, c'est encore mieux. Si tu recules, c'est pas bien. Voilà, donc on va pas te dire exactement comment faut conduire, mais on va lui mettre des coups de bâton quand ça va pas, et on va lui donner des carottes quand ça va bien. Et ça va être un peu comme un chien à qui on donne des petits gâteaux à chaque fois qu'il fait ce qu'il faut. Et après, on espère que notre IA, elle va finir par conduire pas trop mal. Donc là, on a l'exemple d'un conducteur un peu bourré qui voudrait mieux pas rencontrer voilà, le samedi soir sur la route. Mais on est un milieu d'entraînement. Là, on a entraîné notre IA pendant quelques heures. Et elle commence à se débrouiller pas trop mal. Et donc, j'en profite pour conclure. Comme vous voyez là dans cet exemple
du reinforcement learning, il y a beaucoup de tâtonnements. Il y a un gros travail où on essaye de deviner un peu qu'est-ce qu'il faut faire. On tente des choses, on se rate, on ne sait jamais un peu vers quoi on va. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît dans l'IA et dans la programmation de manière générale. C'est que certes, c'est basé sur des maths. Alors, on ne va pas se mentir, il y a des gros matheux qui ont travaillé pendant 30 ans pour qu'on puisse faire tout ça. Mais même si ça se base sur des choses très scientifiques et très concrètes, il y a aussi un gros travail de créativité et d'intuition dans le machine learning, dans la data science, même dans la programmation. Et j'ai mis une super photo très kitsch, mais on sépare toujours d'un côté le cerveau scientifique rationnel, et puis de l'autre le cœur, l'émotion, et puis comme s'il y avait les artistes d'un côté, les scientifiques de l'autre. Et pour moi, c'est tout le contraire. Plus on mélange les deux, plus ça marche. Et c'est un peu le message que j'aimerais vous faire passer discrètement, c'est que l'informatique, c'est beaucoup plus créatif que ce qu'on imagine, et l'intelligence artificielle aussi. Et c'est ça qui le rend passionnant. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Ah, j'ai une question derrière. Oui ? Oui, complètement. C'est ce qu'on voulait faire et on a complètement raté. Mais c'est en effet. Mais alors, faut pas croire que dans le supervisé, il n'y a pas d'itération. Au contraire, il y a beaucoup d'itérations au début aussi. Enfin, quel que soit le type d'apprentissage, il y a une notion de temps et d'attente. Mais c'est vrai qu'on voulait à la base mixer les deux et se dire tiens, on commence avec une IA entraînée avec du supervisé et ensuite, comme ça, on la met sur la bonne voie et puis ensuite, on la laisse se débrouiller toute seule. Mais donc, oui, en effet, c'est possible. Tu voulais poser une question ? Oui. Ils sont déjà très nombreux. Comment ? Même quand on ne fait pas parler. On peut toujours participer, on a besoin d'aide dans notre asso. Donc voilà, moi je prends toute l'aide qui vient. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on a un responsable communication, hashtag président, tout ça. On organise des événements. Récemment, on a organisé des pizza nights, c'est-à-dire que quelqu'un vient parler d'un sujet, par exemple la sécurité dans l'IA, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Et après, l'idée, c'est de discuter entre nous et de se poser des questions, voilà, d'avoir un petit débat. Et l'autre fois, on a fait venir plein d'externes, donc c'est possible, si vous faites partie de... Ah, ça c'était pas fait exprès. C'est le mail de relance, normalement, qui est censé être envoyé la veille pour le lendemain. Mais bon, voilà, on travaille là-dessus. J'en parlerai à mon assistante. Comment ? Ah, de Red Hat ? Ok. Ah, trop bien, mais elle était sûrement moins bien que la nôtre. Non, mais si, voilà, nous, on débute. On n'a pas encore tout le système de com derrière, mais on va y arriver. Oui, avec plaisir, oh là là, j'adorerais. En fait, j'étais plutôt curieuse de savoir sur comment réellement quel est l'outil qu'on a de nos jours pour, par exemple, si on veut faire en sorte que les jeunes s'intéressent à l'intelligence artificielle, comment on peut aller chercher l'information, trouver l'information ou aller pour... les formations, les différents aspects de l'IA, enfin, se renseigner le plus possible et voir si c'est un domaine qui peut intéresser de plus en plus. Déjà, faut venir à 42 parce que c'est la meilleure école du monde. Ah. Et aussi, moi j'avoue que, par exemple, moi comment je me suis renseignée sur l'IA, ça va être un petit peu de tout. C'est à la fois des recherches lambda sur Internet. Je pense que en termes de formation, je m'y connais pas trop parce que je sais ce qui se fait à 42, mais
Peut-être participer à des événements, aller voir des conférences, justement. C'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde et qui est assez au cœur de la presse, etc. Mais simplement déjà regarder sur Internet qu'est-ce que ça veut dire, et de voir... je pense que pour s'intéresser à un domaine, le mieux, c'est de le rendre un peu concret. Et s'il y a des choses qui vous parlent, par exemple le truc de voiture autonome, ah trop cool, j'aimerais bien faire pareil, ou je sais pas si vous avez entendu parler des gens qui font des IA qui comprennent le langage des signes, par exemple, et tout. Bon, bah ça, c'est fun. Bah, plutôt que d'aller voir dans sa globalité qu'est-ce que c'est que l'IA, cette espèce de monde vu comme obscur, etc., bah, aller voir, ah tiens, cette fille-là qui a fait une IA qui comprend le langage des signes, comment elle a fait, je vais lui poser des questions, ou je vais voir sa vidéo YouTube, plutôt de le faire avec une approche personnelle de ce qui vous fait kiffer et ce qui vous interpelle, quoi. Je sais pas si je réponds à la question. Mais là, en fait, si on regarde bien... Là, au début, vous avez parlé de science-fiction. Oui. Mais en fin de compte, il y a plein de choses qui paraissent de la science-fiction qui, en fin de compte, évoluent vers quelque chose de plus concret. Donc, au final, ça veut dire qu'il faut d'abord connaître le domaine, comment se diriger. Par exemple, programmer une voiture autonome ou se relancer dans la nanorobotique, ou etc. Tout ça, c'est... toutes ces informations-là, en fait, comment les centraliser pour au moins avoir une petite idée de où se diriger. De où se diriger ? J'avoue que c'est une bonne question parce que même moi, je me la pose, en fait. Moi, j'ai découvert un peu par hasard parce que j'ai des potes qui m'ont dit tiens, viens, on fait ce projet, et j'y connaissais rien. Donc je pense que c'est pas par pas, simplement de... L'idée, c'est pas de comprendre tout le domaine parce que c'est super large. Moi aussi, il y a trop d'innovation et moi, je suis complètement perdue. Enfin, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui se font et comme vous dites, ça ressemble beaucoup à de la science-fiction, ce qui est aujourd'hui faisable. Mais donc, j'ai pas une manière de faire. Je dirais que moi aussi, je cherche de mon côté qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans l'IA, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est encore une découverte que je fais tous les jours. Voilà, donc je sais pas. C'est ça ma réponse. Oui. Ouh là là. Donc rebonjour, je vous dérange encore. J'avais vu il y a quelques temps que certaines IA avaient comme sortie en fait comme fichier de sauvegarde et pour pouvoir s'y retrouver pour mémoriser des schémas et des dessins, en tout cas des images avec énormément de couleurs, énormément de formes qui nous étaient incompréhensibles. Et qu'en fait, on arrivait à un point où on n'était plus capable de comprendre le raisonnement de certaines IA quand on les laissait en non supervisé, puisqu'en supervisé, c'est nous qui dictons les règles. Oui. Mais du coup, je voulais savoir si on avait... Enfin, est-ce que ça évolue est-ce qu'on arrive à faire évoluer nos technologies pour arriver à contrôler ce qui se passe même en non supervisé pour tenter de comprendre le fonctionnement de l'IA pour pouvoir après leur piquer et nous essayer d'améliorer ce qu'on fait parce que de ce que j'avais lu c'était super opaque et on n'arrivait pas du tout à en tirer quelque chose d'intéressant. C'est vrai parce qu'en plus les deux exemples que je vous ai donnés parce que c'était des exemples qui étaient faciles à imager on va dire, à illustrer, c'est des exemples de réseaux de neurones. En IA, il n'y a pas que du réseau de neurones, il y a aussi des algorithmes, des régressions linéaires, logistiques, des fonctions de coût, des maths et des statistiques. Et les réseaux de neurones, il y a une partie assez obscure, on sait comment ça fonctionne, on sait pourquoi ça fonctionne, mais on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et en effet, il y a de plus en plus de techniques qui permettent, par exemple, de savoir, même notre apprentissage supervisé, pour la détection des vignes. Nous, on espère que notre IA, elle ait compris qu'une vigne, c'était des pixels verts, c'était des formes un petit peu comme ci ou comme ça. Mais en fait, on n'en sait rien. Ça se trouve, par exemple, il y avait une IA qui avait été entraînée pour détecter des loups dans des photos. Et on se rendait compte que l'IA, elle ne détectait pas les loups, elle détectait en fait la neige qui était dans les photos. Et donc à chaque fois qu'il y avait de la neige, elle disait c'est un loup. Et comme c'est un peu obscur, on ne sait pas trop justement qu'est-ce qui se passe derrière la tête de notre machine. Et il y a de plus en plus de méthodes justement pour interpréter au mieux ces modèles d'IA. C'est encore un peu technique, mais
j'ai des amis qui vont faire des stages dans ce domaine-là, justement, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe et pas juste avoir une IA qui décide à notre place et on ne sait pas du tout pourquoi ni comment. C'est tout le problème aussi des biais dans l'IA, parce que comme on ne sait pas comment la décision a été prise, c'est un peu compliqué de savoir si notre IA, elle prend pas une décision de manière complètement absurde ou biaisée. Mais voilà, on est encore loin de tout ça, et c'est le problème des algorithmes trop complexes ou des réseaux de neurones. Parfois, c'est super poussé, on peut faire des choses de ouf avec, mais parfois, une bonne vieille régression linéaire, c'est très bien aussi, ça marche. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention, j'enlève mon masque. Moi j'avais une question au niveau plus procédural, j'aurais voulu comprendre à quel moment et qui décide que l'IA est opérationnelle. C'est-à-dire qu'on décide avec ce qui est un process aujourd'hui qui est normalisé, qui est mondial ou pas, ou est-ce que ça se décide, ça se chapeaute par juste les clients qui ont payé pour le projet, en disant là on décide qu'effectivement elle a appris, elle a passé son process d'apprentissage, elle sait reconnaître les vignes ou les loups, et aujourd'hui on peut diffuser ce système en fait. Merci. Je pense que c'est quelque chose qui va se définir en interne ou avec le client, comme vous dites, si on doit délivrer un projet, on va devoir, toute une partie du projet, ça va justement être établir des métriques d'évaluation. Et là aussi on peut se tromper en fait. Peut-être que notre métrique d'évaluation, c'est de voir le taux de réussite, justement, et ça ne va pas être de voir... ah oui, par exemple, un bon exemple, ce serait, par exemple, pour une IA qui va détecter si une tumeur est bénigne, oui ou non. Et en fait... Imaginons qu'on l'entraîne, qu'est-ce qui va être le plus important? Ça va être de savoir si quand il y a une tumeur, elle la détecte bien, ou est-ce que ça va être que quand il y a une tumeur, parfois elle passe à côté. Finalement, le taux de réussite, il est bien, mais aussi les faux négatifs, ils sont très graves. Donc, toute cette partie-là, ça va être aussi un travail de data scientist, de savoir c'est quoi les métriques d'évaluation de mon modèle et quand est-ce que je peux vraiment dire que mon modèle il marche. C'est pas parce que dès qu'il y a une tumeur, il les détecte bien, qu'il est bon, parce que parfois il va me dire ah tiens, t'as une tumeur alors que t'en as pas, et peut-être que ça va être très problématique pour des gens qui pendant 2 semaines, 3 semaines vont croire qu'elles ont un cancer alors qu'elles n'en ont pas. Et voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus grave ou le plus important dans une IA? Je sais pas si ça répond à la question. Du coup, je rebondis sur l'exemple de la tumeur qui est un cas concret en fait, ouais, de l'IA dans le domaine de la santé. Dans ce cas-là, est-ce que en tant que médecin ou en tant que même développeur de la machine, on dit aux patients le résultat c'est une probabilité, c'est une statistique ou c'est vrai en fait, c'est ça en fait. Comment on peut passer de la statistique au résultat fiable en disant effectivement votre traitement du cancer a diminué la tumeur de 10 ou de 20%. Ouais. Déjà, que ce soit un humain qui prenne cette décision ou qui réponde à cette question ou une IA, on n'est jamais sûr. En médecine ou dans n'importe quoi d'autre, c'est rare d'être sûr à 100%. Et je pense pas qu'il y ait que vraiment, par exemple, les IA par exemple, qui vont détecter s'il y a une tumeur ou non dans une imagerie médicale, est-ce qu'elles sont utilisées telles quelles en mode ah tiens, voilà la probabilité que vous ayez une tumeur? Je pense qu'il y a aussi, c'est simplement pour faciliter le travail des médecins, par exemple, de prêter plus attention aux images qui ont été détectées comme contenant une tumeur, par exemple. Enfin, ça dépend un peu comment c'est utilisé, et bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de prédiction. C'est parce qu'on dira toujours qu'en IA, on devine, c'est une probabilité, voilà, c'est exactement ça. C'est la probabilité que vous ayez une tumeur est un peu plus grosse. C'est glauque comme sujet. Et voilà, on n'est jamais sûr, et parfois, souvent, c'est plutôt là pour filer un coup de main aux vrais médecins plutôt que de les remplacer totalement. Je pense que voilà. Oui. Excusez-moi. Je souhaiterais vous demander le domaine, entre guillemets, qui recherche le plus dans l'IA. Tu peux parler plus fort du... Pardon. Le domaine qui recherche le plus dans la vie, que ce soit en économie, en finance, en santé, des développeurs en IA.
Très bonne question, car je recherche une alternance. Avis à tous les recruteurs dans la salle. Moi, je pense que voilà, la finance, toutes les industries qui ont de l'argent recherchent des développeurs en IA. Mais ce qui se fait beaucoup, je crois, c'est dans la finance, dans la médecine et voilà quoi. Par exemple, un truc que je remarque beaucoup en ce moment en cherchant des alternances, le gros souci qu'ont les entreprises, c'est un peu trier de manière automatique leurs documents et les organiser. Ils ont plein de données et comment on fait pour gérer de manière automatique tous ces documents. C'est vraiment une question qui revient à chaque fois. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je passe des entretiens, c'est bizarrement ce dont on me parle tout le temps. Et ça va être beaucoup de la computer vision, on appelle ça, quand on définit ce qu'il y a dans une image, et aussi de l'analyse de texte, de comprendre ce que c'est, quel type de document c'est en fonction du texte qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est la demande qui est assez souvent récurrente. Après, le domaine, je dirais, finance et médecine. Je ne sais pas si je réponds à côté, les gars. Non ? Ok, ouais. Et la publicité, ah bah oui, la publicité à fond. Ouais, gros... parce qu'ils essayent de cibler un petit peu qui sont leurs clients, et donc ça, l'IA, la data science a sa place dedans. Quoi ? J'en profite pour compléter. Une grande demande qu'il y a aujourd'hui dans les métiers de l'IA, ça va être la data ingé. Du coup, préparer les pipelines pour faire venir la donnée au modèle, ça recrute énormément. Et des profils qui sortent de 42 sont très pertinents parce que du coup, il y a une vraie compréhension dans la constitution d'architecture software. Et il y a la MLOps. C'est tout ce qui va entourer les modèles pour les mettre en production et suivre la qualité des résultats. Et pareil, ça recrute à Bâle. C'est des très beaux postes. Et les personnes de 42 sont avec le vent en poupe derrière, parce qu'ils ont des compétences, mais vraiment clés pour s'offrir une place. Donc, au-delà des secteurs, les sous-métiers dans l'IA, data ingé et MLOps, en ce moment, c'est Golden la voie dans cette direction. Voilà la réponse de quelqu'un qui travaille. Et celle d'une étudiante. Oui. Je vais encore vous embêter. Encore toi. Ouais, je sais. Très honnêtement, j'ai fait, si on peut appeler ça de l'IA, il y a un peu plus d'un an, avec un petit robot que j'ai construit avec une équipe dans une autre formation. Et on avait un plateau avec différents cubes de différentes couleurs qui valaient différents points. Et il fallait optimiser les déplacements du robot pour qu'il soit automatique et capturer les cubes. Voilà. Nous, ce qu'on avait fait, c'était on a fait de la computer vision pour traiter les images en temps réel d'une caméra et optimiser ses déplacements. Et on avait fait un modèle où, en gros, on lui avait fait faire plein de parties en bougeant les cubes dans tous les sens. Mais moi, je ne considérais pas que la sortie, c'était de l'IA, puisqu'au final, c'était juste on a vraiment juste fait du conditionnement if-else en lui faisant aller piocher dans les différentes parties précédentes les résultats des stats en fonction de ces différentes actions. Et moi, j'ai un problème avec ce qu'on définit comme l'IA, parce que j'ai l'impression qu'on définit comme l'IA juste vraiment du conditionnement if-else, avec juste derrière une référence à des stats. Oui, c'est très bonne... Ouais, mais moi, du coup, j'ai l'impression que moi, l'image que j'ai de l'IA, malgré vous aviez parlé tout à l'heure de l'IA générale et de l'IA qui était faible, c'était plus spécialisé, que même si c'est une IA spécialisée, on doit quand même être capable de produire une réflexion. Et avec des stats, j'ai l'impression que c'est pas une réflexion qui est produite, mais c'est peut-être ma vision qui est trop bornée. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Non, mais t'as complètement raison. C'est d'ailleurs assez décevant, c'est-à-dire que, décevant, parce qu'on s'imagine des trucs assez stylés et trop ouf. Et c'est pour ça que j'ai réduit la définition déjà de l'IA au machine learning, parce que l'IA, ça peut vouloir dire juste des if et des else. Ça veut dire établir la liste des règles de si tu es face à cette situation, tu fais ci ou ça. Et à quel point, quand on parle... C'est rare que quand on parle d'IA, on en parle vraiment. Moi, je vois par exemple les offres de stage d'alternance, tout le monde a envie de dire qu'ils font de l'IA, mais ils font des if et des else, ce qui est très louable, qui est très bien, mais c'est pas ce qu'on entend dans l'IA où tout d'un coup il y a une machine qui va nous apporter une valeur ajoutée que nous on n'aurait pas pu avoir. Par exemple, dans le cas des maladies, de la détection des maladies, peut-être qu'elles vont être... L'IA va aller encore plus loin que nous et va déceler des patterns que nous-mêmes, à l'œil nu, on n'aurait pas été capable de faire. Donc
c'est vrai que c'est très large et que de l'IA vraiment créative, on va dire, c'est rare qu'on y fasse face. Mais par contre, je sais pas, quand même, l'IA étroite qu'on utilise au quotidien, elle est quand même assez poussée. Par exemple, les assistants vocaux qui sont capables de répondre à ta question. On n'est pas encore tout à fait au point, mais quand même, on est capable de comprendre aujourd'hui des émotions, des intentions, etc. Donc, à un niveau étudiant, je pense que ce qu'on fait, c'est encore à une petite échelle, mais il y a quand même une valeur ajoutée. Enfin, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, cette espèce de déception par rapport à ce qu'on définit comme étant de l'IA. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment, j'ai l'impression qu'on définit comme étant de l'IA des choses qui, en comparaison de ce que, en tout cas de l'image que j'en ai, qui sont vraiment, enfin, qui ont un impact négligeable, quoi. Parce que fondamentalement, ce que je disais sur le robot, c'est la seule raison pour laquelle c'est pas moi qui le contrôle avec une manette, c'est que la machine va plus vite pour récupérer les données des stats et après envoyer les commandes. C'est la seule raison pour laquelle on utilisait un programme pour le faire. Oui, tu veux dire que c'est simplement des machines capables de calculer plus vite que nous les humains, mais sinon la tâche est la même et la réponse est... Oui, mais ça dépend vraiment de l'application, je pense. Je te vois, tu voulais dire un truc, Youp ? Non ? Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est pour ça que dans les médias, souvent on parle d'intelligence artificielle et c'est très romantisé parce que ça marche bien pour écrire un article et qu'entre initiés, on parle de machine learning. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément qu'il y ait une sorte d'intelligence qui nous impressionne dans le programme, mais qu'il soit capable d'apprendre. Et c'est ça qui, pour nous, définit en fait le fait que ce soit du machine learning et qu'on ait un intérêt à faire ça, c'est que quand on a une problématique, on ne peut pas définir, nous, tous les cas où on veut avoir ce comportement puis un autre, on veut avoir un programme qui est capable d'apprendre par lui-même. Même si, ok, il le fait en faisant des stats et que d'un point de vue science-fiction, c'est décevant. Son grand avantage, c'est qu'il peut apprendre. D'accord. Donc en fait, ce qu'on définit comme IA, c'est vraiment juste un système auquel on donne la capacité de s'adapter. Oui, c'est pour ça qu'on parle souvent de machine learning. Ok, merci. Eh bien, merci beaucoup.